Bonjour tout le monde. Alors, on enchaîne pour notre dernier chapitre concernant l'équilibre macroéconomique et les différents multiplicateurs de demande. On va voir dans ce chapitre deux parties, hein, deux grandes parties. L'équilibre macroéconomique en économie fermée avec deux secteurs, avec deux agents économiques, les ménages et les entreprises ou les institutions non financières et le multiplicateur d'investissement. Et deuxième partie, c'est l'équilibre macroéconomique, toujours dans une économie fermée, avec trois agents économiques, les ménages, les entreprises, et on ajoute l'État pour tirer les multiplicateurs des dépenses publiques et d'impôts. Alors, pour démarrer, donc pour introduire notre chapitre, il faut savoir que l'équilibre macroéconomique est l'une des disciplines ou des principales préoccupations des économistes. Comment se réalise l'équilibre macroéconomique et comment peut-il durer? Donc, tous les auteurs qui, euh, qui, euh, qui parlaient de l'économie ou de l'équilibre, tous les économistes qui analysaient l'économie, l'équilibre économique d'une manière générale et l'équilibre macroéconomique d'une manière particulière. Euh, la principale préoccupation, bien les principales préoccupations touchent à la question comment réaliser l'équilibre macroéconomique. Il y a un équilibre macroéconomique en général lorsque l'offre globale est égale à la demande globale. Ça, c'est la règle générale. L'offre globale, comme on a déjà vu, c'est la somme des offres des producteurs privés et publics. On peut aussi la calculer par la somme des offres des différents marchés. Et la demande globale, c'est la somme des demandes individuelles ou la somme des demandes des différents marchés. Donc, selon le circuit keynésien, il admet la possibilité de fuites qui peuvent donc le déséquilibrer dans un sens de récession. Pour que l'équilibre soit préservé, il faut que les injections ou bien des injections compensent les fuites. On a vu dans les chapitres précédents l'équilibre réalisé à travers les ressources et les emplois pour chaque agent économique. Et on a vu aussi que les agents économiques qui sont interreliés les uns des autres par des entrées et des sorties d'argent. Le circuit économique, il décrit quatre sources de demande, hein. Vous avez la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses gouvernementales et les exportations lorsqu'il s'agit d'une économie ouverte sur le reste du monde. Et ce schéma, il peut conduire ainsi à un modèle dit quadrisectoriel. Quadri, ça veut dire quatre secteurs, quatre agents économiques. Et on se contente au départ d'une représentation trisectorielle et en se limitant à une économie fermée, c'est-à-dire sans relation avec l'extérieur, voire bisectorielle si on n'envisage aucune intervention étatique. Donc, on va voir un modèle trisectoriel qui comprend trois secteurs uniquement, les ménages, les entreprises et l'État. Et si et l'État, ou bien un modèle bisectoriel si on se contente juste sur les ménages et les entreprises. Donc, le circuit économique keynésien, il peut alors lu de diverses matières ou manières, pardon, selon le modèle considéré. Là, vous avez plusieurs modèles, hein, bisectoriel avec deux, tri c'est trois, quadri c'est quatre. Vous avez les fuites et les injections. Les fuites, ce sont les sorties d'argent, les emplois, si vous voulez. Et les injections, ce sont les entrées d'argent, les ressources. D'accord? Pour le modèle bisectoriel, vous avez les fuites. Ce sont des fuites de l'épargne des ménages. Pardon. Et en contrepartie, pour équilibrer c'est-à-dire pour avoir un équilibre de ces fuites, il faut injecter les investissements des firmes. Donc, épargne, investissement, ça crée un équilibre macroéconomique. Dans le modèle trisectoriel, parmi les fuites, vous avez l'épargne toujours des ménages plus les prélèvements obligatoires de l'État sous forme d'impôts et taxes. Et pour équilibrer ces fuites, il faut injecter en contrepartie
des dépenses. Il faut injecter, pardon, voilà, des dépenses. Vous avez l'investissement des firmes et vous avez les dépenses gouvernementales, les dépenses de l'État. Lorsqu'on a un modèle quadrisectoriel, euh, c'est-à-dire composé des ménages, des entreprises, de l'État et du reste du monde. Parmi les fuites, les sorties d'argent, vous avez l'épargne des ménages, vous avez les prélèvements obligatoires sous forme d'impôts et taxes et vous avez les importations. Les importations parce qu'on paye, l'État paye pour importer des biens de l'extérieur. Pour avoir un équilibre, il faut compenser par des injections sous forme d'investissement des firmes, sous forme de dépenses gouvernementales et équilibrer les importations par les exportations. D'accord? Donc, l'équilibre de sous-emploi. On entend parler de l'équilibre de sous-emploi. Alors, c'est quoi exactement? Selon Keynes, c'est la demande effective qui détermine le niveau de production, donc le volume d'emploi à mettre en œuvre et donc le niveau de chômage. Ça, on l'a déjà discuté, on l'a déjà vu lorsqu'on a parlé de l'exemple du chef de restaurant qui a ou là le gérant d'un restaurant qui a un seul chef cuisinier qui a la capacité de préparer 50 plats par jour pour répondre aux besoins des consommateurs. Supposons maintenant vous avez une saison. Vous avez une période saisonnière, c'est-à-dire vous avez l'été par exemple, les consommateurs ils mangent beaucoup ailleurs et donc, 50 plats ne suffisent pas pour satisfaire tous les nouveaux consommateurs. Au lieu de 50 plats, il y a un besoin de 150 plats. D'accord? Alors, le chef cuisinier, un seul chef cuisinier, ne peut pas, bien sûr, prévoir ou la préparer tout seul 150 plats. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va recruter un nouveau chef cuisinier pour répondre à ce besoin, pour aider à préparer les plats qui manquent. Si ce n'est pas suffisant, on fait appel, c'est-à-dire on recrute encore une fois un troisième chef cuisinier, un quatrième. Ça dépend de la capacité de chacun dans la préparation des plats. Donc, pour vous dire que là, on a commencé par la demande effective. La demande effective, ça veut dire les besoins des clients, des consommateurs, le nombre de plats, et elle a déterminé le niveau de production. Donc, selon les besoins des consommateurs, j'ai pu, c'est-à-dire déterminer le niveau de production, combien il me faut de plats par jour. Et sur la base de cette production, j'ai réussi aussi à déterminer le niveau, là, le volume d'emploi. Un seul chef cuisinier ne suffit pas, donc il faut recruter d'autres nouveaux chefs cuisiniers. Et sur la base de ce volume d'emploi, je peux aussi déterminer le niveau du chômage, le niveau de chômage, d'accord? Donc, vous voyez que tout est enchaîné, tout est relié. Ainsi, il se peut que la production nécessaire à la satisfaction de la demande anticipée ne nécessite pas l'emploi de toutes les capacités de production disponibles dans l'économie, d'accord? Donc, la production nécessaire à la satisfaction de la demande anticipée ne nécessite pas l'emploi de toutes les capacités de production disponibles. Alors, pour 15, il parle de ce qu'on appelle l'équilibre sur le marché des biens et services peut coexister avec une situation de chômage. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de sous-emploi. Alors, première partie, on va voir comment ça se réalise l'équilibre macroéconomique dans une économie fermée avec seulement deux agents économiques, ménages et entreprises, en tirant et en calculant ce qu'on appelle le multiplicateur d'investissement. Alors, la présente économie, elle se compose des ménages et d'entreprises qui sont non financières. Elle n'a aucune relation avec le reste du monde. Il n'y a ni exportation ni importation. Il y a un équilibre macroéconomique sur le marché des biens et services lorsque l'offre globale est égale à la demande globale de biens et services. Ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà expliqué en détail. Il s'agit d'établir la relation entre la production réalisée et
et la production vendue, qui est composée de la demande en biens de consommation et la demande en biens d'investissement. Donc, en tirant la première équation ou la première relation du revenu par rapport qui dépend du niveau de la consommation, qui dépend du niveau je dirais, de l'investissement. C'est-à-dire que le revenu global, une partie il est consommé, une partie est investie. La deuxième relation à établir est une identité qui exprime la répartition du revenu disponible. Une partie du revenu global, euh, c'est-à-dire l'offre globale, elle est allouée à la consommation, tandis que l'autre, il est consacré à l'épargne. Et on tire la deuxième équation du revenu disponible qui est divisée en deux parties, une partie consommée, une partie épargnée, comme on a déjà vu. Donc là, on a deux équations à retenir, d'accord, du revenu global. Alors, de ces deux relation de ces deux fonctions, 1 et 2, on peut tirer que l'investissement est égal à l'épargne, tout simplement. Si je mets la consommation dans l'autre côté, j'aurai ici la consommation dans l'autre côté, ça égale l'investissement. Je mets la consommation dans l'autre côté, ça devient négatif. Y moins C est égal à l'épargne. Et d'où l'investissement est égal à l'épargne. Dans une économie très simple, à l'équilibre, l'investissement est identique à l'épargne. Donc, dans une économie simple, avec deux agents économiques, l'équilibre macroéconomique se réalise lorsque l'épargne des ménages est égale à l'investissement des entreprises. Et là, vous avez une petite représentation graphique, hein. Là, vous avez le revenu global disponible et là, vous avez la variation de l'investissement et de l'épargne. Là, vous avez l'investissement qui est autonome, qu'on a déjà vu, qui ne dépend pas de la variation du revenu, l'investissement qui est stable. Et là, vous avez la variation du revenu, plutôt la variation de l'épargne, comme on a dit, qui évolue rapidement avec l'évolution du revenu. L'intersection entre les deux, c'est-à-dire l'équilibre, ça donne ce qu'on appelle l'équilibre macroéconomique, c'est le revenu, l'équilibre du revenu national. L'épargne est une fonction croissante du revenu, c'est déjà vu, alors que l'investissement est une fonction autonome, indépendante du revenu. À l'intersection des deux courbes se détermine le niveau d'équilibre du revenu global ou national. En conclusion, pardon, en conclusion, on dit qu'à l'équilibre, l'offre globale est égale à la demande globale. Ça veut dire que l'investissement est égal à l'épargne. D'accord? Le revenu d'équilibre est le revenu du plein d'emploi. Par l'équilibre, euh, investissement est égal à l'épargne, on peut bien sûr déterminer le niveau de revenu d'équilibre, mais celui-ci peut ne pas coïncider avec le niveau de revenu de plein emploi. Trois configurations économiques sont alors possibles. Vous avez ici l'évolution du revenu, vous avez trois types de revenus, trois évolutions, trois niveaux, et là vous avez la demande. Et là, vous avez la demande qui est égale, l'offre globale est égale à la demande globale, le revenu est égal à la demande. D'accord? Donc, le premier niveau de revenu, ce qu'on appelle lorsque la demande globale, elle est inférieure à l'offre globale. La demande globale, il est là, donc c'est le trait c'est le trait avec la couleur mauve, d'accord, qui est inférieure, ça c'est la demande globale, qui est inférieure à l'offre globale. L'offre globale, il est là, c'est la consommation qui n'est autre que la consommation incompressible, plus le revenu disponible fois la propension marginale à consommer. À ce niveau-là, on a l'investissement qui est inférieur à l'épargne. L'investissement qui est inférieur à l'épargne, ça veut dire qu'il y a un équilibre de sous-emploi. On épargne plus qu'on investit. C'est-à-dire que ce qui est épargné par les agents, par les ménages, dépasse le niveau d'investissement des entreprises. Et dans ce cas, on a une situation de déséquilibre, ce qu'on appelle un équilibre de
sous-emploi. Une partie de la production n'est pas vendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de la production n'est pas vendue, faute d'une demande insuffisante. Pourquoi? Parce que les ménages épargnent beaucoup, ils ne consomment pas. Donc, il y a une grande partie de la production, il n'est pas vendu. Les facteurs de production sont sous-employés. D'accord? Deuxième type je dirais, de, de revenus, si vous voulez, ou d'équilibre, c'est lorsque la demande est supérieure à l'offre. Par exemple, ici, la demande, elle est supérieure à l'offre. Si je prends ici la demande globale, voilà, elle est supérieure à l'offre, hein, ici, donc à l'offre 1 et l'offre 2. Et là, vous avez ce qui génère des tensions inflationnistes. Ça veut dire que l'investissement, il est supérieur à l'épargne. Ça veut dire que les entreprises produisent beaucoup, hein, et les ménages, ils n'ont pas la capacité d'épargner. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions inflationnistes, c'est-à-dire que les prix sont élevés. Les prix de vente des biens et services sur le marché sont très élevés. L'offre, elle dépasse euh, ce qui est investi dépasse ce qui est épargné par les consommateurs. Et troisième niveau, hein, c'est ce qu'on appelle le revenu du plein emploi. C'est lorsque, voilà, ici, c'est lorsque l'offre est égale à la demande, tout ce qui est produit est vendu sur le marché. Pourquoi? Parce que la demande, elle est solvable et suffisante. Les facteurs de production sont utilisés au niveau du plein emploi de ceux-ci. Maintenant, on a vu un petit peu comment se réalise l'équilibre macroéconomique dans une économie fermée avec deux acteurs, avec deux agents économiques. Il faut tirer maintenant le multiplicateur d'investissement. Alors, le multiplicateur d'investissement, c'est une variable qui est, alors, une variable est dite endogène. C'est une variable qui est déterminée à l'intérieur d'un modèle. Et dans ce modèle-là, on a deux variables endogènes, le revenu et la consommation. Une variable exogène est une variable qui est déterminée à l'extérieur du modèle. Et dans ce modèle-là, on a deux également. On a la consommation incompressible et l'investissement autonome. L'équation de la consommation, ça on l'a déjà vu, c'est la consommation qui traduit, c'est une fonction qui traduit le comportement des consommateurs. C0, c'est la consommation incompressible qui ne dépend pas du revenu. Et petit c, c'est la propension marginale à consommer. Y, bien sûr, c'est le niveau de revenu disponible. Selon la loi psychologique de Keynes, fondamentale de Keynes, la propension marginale à consommer, il est positive entre 0 et 1. Et l'investissement qui est égal à l'investissement autonome, il permet de fixer le niveau d'investissement, les paramètres définis dans certains intervalles, tels que donc le C, le petit c, il est positif entre 0 et 1, la consommation incompressible il est strictement positive, tout comme l'investissement autonome. Alors, comment déterminer algébriquement le multiplicateur d'investissement? On démarre depuis la fonction du revenu, qui n'est autre que la consommation plus l'investissement, et je développe. Je remplace la fonction de la consommation par la consommation incompressible plus C fois Y, et j'ajoute l'investissement autonome. Je mets CY dans l'autre côté parce qu'il y a un facteur commun, et je laisse le reste dans ce côté-là. Un facteur commun qui est le revenu, facteur commun de 1 moins C, et je tire la nouvelle fonction, la nouvelle forme du revenu qui n'est autre, qui est sous forme C0 plus I0 sur 1 moins C, et je peux changer l'écriture comme suit. Donc, Y est égal à 1 sur 1 moins C fois C0 plus I0. Euh, alors, on a déjà vu ces paramètres qui sont positifs. Il faut déterminer le paramètre
où là, c'est-à-dire le paramètre de ce facteur, ce qu'on appelle le facteur ou là, le multiplicateur d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le multiplicateur d'investissement, il met en relation la variation du revenu et la variation d'investissement qu'il a provoqué. Toute chose égale par ailleurs, la consommation autonome ne varie pas. L'expression du revenu d'équilibre permet de tirer l'équation suivante. Donc, on a cette équation-là qu'on a déjà obtenue ensemble. Si je veux calculer la variation du revenu, je garde la même forme, est égal à 1 sur 1 moins C fois la variation de l'investissement, étant donné que la consommation incompressible, il ne varie pas, il est autonome. Donc, la variation du revenu créée par une variation d'investissement est égale à 1 sur 1 moins C qu'on appelle K1, c'est le multiplicateur d'investissement. Alors, ce multiplicateur d'investissement, est-ce qu'il est positif, négatif? On va le voir ensemble. On part de cette réalité, c'est le petit c qui est positif entre 0 et 1. Je vais multiplier par moins 1, ça va devenir comprise entre moins 1 et 0. J'ajoute un 1, donc j'ajoute ici un 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Et je mets 1 sur 1 moins c, ça devient supérieur strictement à 1 et donc c'est positif. Donc on dit que lorsque la proportion marginale à consommer augmente, c'est-à-dire ce petit c augmente, le multiplicateur d'investissement augmente également. Et on déduit que le multiplicateur d'investissement est une fonction croissante de la propension marginale à consommer. Là, je donne une petite application numérique hein, pour comprendre un petit peu comment ça se calcule. Vous avez ici la valeur du multiplicateur d'investissement, il est d'autant plus forte que la propension marginale à la consommation. Elle est élevée et que la propension marginale à l'épargne, il est faible. Là, vous avez la propension marginale à consommer qui est égale à petit c. 1 moins c, je vais mettre qui est égal à petit s. Donc, je vais la nommer petit s. Et là, c'est le multiplicateur d'investissement 1 sur 1 moins c. Calculez K, c'est-à-dire le multiplicateur d'investissement, lorsque c est égal à 1 sur 2, c'est égal à 4 sur 5, c'est égal à 9 dixièmes et c'est égal à 99, 99 sur 100. Alors, je reviens, il faut que j'alimente un petit peu mon ordinateur pour qu'il ne s'éteigne pas. Voilà, donc on continue. Euh, alors là, quand vous avez devant vous, c'est une application directe de la formule du multiplicateur d'investissement. Hein. Donc, il est devant vous si vous avez fait la remarque. Là, la proportion marginale à consommer, ici vous avez 0,5, ici vous avez 0,8, ici vous avez 0,9, là c'est 0,99. Donc, la valeur de la propension marginale augmente et en contrepartie, la valeur du multiplicateur d'investissement augmente également. D'accord? Donc, ça, on l'a déjà dit, mais là, c'est justifié algébriquement. On peut le démontrer analytiquement aussi en faisant la dérivée de K par rapport à C. Donc, on a la dérivée de K par rapport à C étant strictement positif. On déduit que le multiplicateur d'investissement est une fonction croissante de la propension marginale à consommer. Donc, on a calculé le multiplicateur d'investissement algébriquement et on peut le calculer algébriquement également, mais en calculant sa dérivée. La dérivée de 1 sur 1 moins C, elle est aussi strictement positive. Alors, ce multiplicateur d'investissement, cette forme de fonction, il est sous forme de 1 sur f de x. Et la dérivée de 1 sur f de x, si vous revenez
en arrière un petit peu dans votre cours de dérivée de l'année dernière, vous allez trouver que la dérivée de 1 sur f de x, c'est moins f prime sur f au carré. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Moins f prime, c'est moins. F prime ici, c'est, je dérive par rapport à c. Donc, c'est moins 1, il est là. Donc, c'est moins f prime, moins 1 sur f au carré. F au carré, j'ai ici 1 sur c qui est f au carré. Donc, moins, ça devient 1 sur 1 moins c au carré. Tout ce calcul-là, il est strictement positif. La détermination graphique, donc on va utiliser la fonction d'épargne et la fonction d'investissement sous-formulée, déjà vues, et celles-ci peuvent être représentées par le graphique suivant. Vous avez ici deux types deux niveaux si vous voulez, deux niveaux de revenus, niveau 1, niveau 2, et Y, delta Y, c'est la variation du revenu. Là, vous avez le premier niveau de l'investissement autonome, d'accord, avec cette variation de revenus. Et là, vous avez l'investissement autonome qui a augmenté, d'accord. Alors, cette augmentation, elle s'est traduite par un déplacement vers le haut. Donc là, c'est l'investissement initial plus une petite variation, il est là. Donc, c'est la variation, il s'est déplacé vers le haut. Et là, bien sûr, c'est l'épargne. Alors, un accroissement de l'investissement autonome se traduit par un déplacement de la fonction d'investissement vers le haut et on passe ainsi d'un revenu d'équilibre Y1 à un revenu d'équilibre Y2. Donc, Y2 moins Y1, ça vous donne la variation de revenus. D'accord? On peut la voir aussi, une variation du revenu Y2, Y1, Y2. Il a entraîné aussi une variation, je dirais, une variation ou un déplacement de la demande en fonction de la consommation et de l'investissement. Euh, donc, c'est presque la même chose, mais dans cette fois-ci, c'est en fonction de la consommation et de la demande. Et on a terminé la première partie de l'équilibre macroéconomique avec deux secteurs. Maintenant, on va passer à l'équilibre macroéconomique avec trois secteurs. Donc, on s'arrête à ce niveau et on continue par la suite.